Un effectif trop léger et des lacunes à tous les étages, l'AS Saint-Etienne n'avait simplement pas les armes pour se maintenir en Ligue 1. Résultat, une descente en Ligue 2 qui oblige aujourd'hui les dirigeants à repenser l'effectif. Alors, que faut-il changer? Quels postes doivent absolument être renforcés? Et surtout, comment bâtir une équipe capable de remonter? On fait le point aujourd'hui, bienvenue sur cette vidéo, on fait le point avec Sylvain qui va nous proposer des profils également dans cette vidéo. Sylvain, comment vas-tu? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. On digère doucement la relégation et puis, comme à notre habitude, on va embrayer sur la saison prochaine. Et puis avec votre cow-boy préféré aussi, Joss Randall, comment vas-tu? Est-ce que t'es prêt à discuter de l'effectif stéphanois? Salut Colin, salut Sylvain. Oui, on est prêt à se remettre en configuration après avoir un peu digéré quand même, au moins partiellement, cette très mauvaise nouvelle de la descente. C'est ça, le mercato approche, les fins de contrat également, et donc on va se pencher sur cet effectif stéphanois, mais déjà dans un premier temps, pour embrayer sur le sujet, Joss, toi de ton côté, pour toi c'est l'effectif qui était pas à la hauteur. Comment est-ce que tu analyses ça très rapidement pour entamer la vidéo? Oui, je pense que la raison principale, c'est que l'effectif dans sa globalité était probablement pas à la hauteur de la Ligue 1. Trop de lacunes, surtout, moi j'ai beaucoup fait de fixette là-dessus pendant la saison. Je pense qu'on a surtout dans le département défensif, trop de lacunes, pris trop de buts. Et je suis frustré parce que je pense que, alors après, ça aurait été un maintien à l'arrache, mais je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de gagner tant que ça en compétences derrière pour arriver à accrocher un maintien. Il n'y avait pas besoin de faire tant que ça, il fallait faire un peu, et ce peu-là, il n'a pas été fait. On va bien prendre le temps d'analyser ligne par ligne l'effectif stéphanois. Toi, Joss, tu penses qu'il faudrait qu'on recrute des expérimentés ou plutôt des joueurs taillés pour l'avenir à la Miladinovic par exemple, bon, même si c'était pas forcément une réussite, mais voilà, des joueurs techniques qui correspondent au projet data de Jason Ronenfeld, ou plutôt des joueurs expérimentés pour la Ligue 2? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. La Ligue 2, c'est un championnat particulier quand même. Alors il y a ce que je souhaite et il y a ce que je pense qu'ils vont faire. Ils sont dans une logique très établie, un peu têtue, que je peux comprendre d'une certaine manière, parce que quand on veut installer une idée de projet sur le long terme, il faut commencer dès le début et on a les fruits au bout de 3, 4 ans, 5 ans. Maintenant, il y a une logique très immédiate qui est celle du championnat dans lequel tu évolues. Et j'ai personnellement un peu peur que si on reste sur un projet purement prospect à 90% de l'effectif, on ait encore des mauvaises surprises par rapport à la Ligue 2. Donc moi j'ai le sentiment que peut-être encore plus qu'en Ligue 1, tu as quand même besoin d'avoir un taulier par ligne, quoi. Voilà. Moi c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, mais je pense pas que c'est ce qu'ils vont faire. Sylvain, toi de ton côté, t'espères que il faut recruter pour la Ligue 2? Tu penses qu'il faudrait que Kilmer prenne le temps de prendre des joueurs expérimentés? Et construire un effectif qui descend de Ligue 1 vers la Ligue 2, c'est très compliqué. On se rend compte que ça a été très difficile l'année où on est descendu de reconstruire cet effectif. Alors certes, les moyens n'étaient pas les mêmes, mais on a bien mis 6 mois, 6-8 mois avec le mercato hivernal par-dessus pour vraiment reconstruire une équipe qui était conforme aux ambitions qui étaient celles de remonter en Ligue 1. Moi je pense honnêtement que les dirigeants ont été vexés de cette saison. Quand je dis vexés, c'est dans le sens où ça fait tache noire sur leur CV, ça fait tache noire sur la réputation qu'ils ont et avec laquelle ils sont arrivés. Ils avaient un certain crédit qui est pour le moment entaché, et au regard de leur expérience passée, je les vois mal se tromper 2 fois. Maintenant, malgré tout, le championnat français, c'est un championnat particulier. La Ligue 2 d'autant plus. Tu vas être la tête d'affiche tous les week-ends. Tu vas être le PSG de la Ligue 2. Tu vas être attendu partout où tu vas aller. Ça va être le match de Coupe de France de chaque adversaire que tu vas jouer. Et ça, il faudra l'assumer. Mais avec des joueurs prospects qui sont en cours de développement et pas forcément
au-dessus du niveau de la Ligue 1, ça sera insuffisant. Donc il faudra trouver la bonne alchimie, sachant qu'on a quand même certains effectifs qui connaissent déjà bien la Ligue 2, mais ça je pense qu'on l'évoquera plus tard ligne par ligne. C'est ça, une direction qui espérons, hein, tirera les leçons de cette saison en Ligue 1, hein, parce que malgré 23 millions d'euros investis, l'AS Saint-Etienne a fait bien trop peu de renforts pour espérer accrocher un maintien, hein. Pour rappel, l'effectif était majoritairement composé de joueurs de Ligue 2, à l'image de Petro, Larsonneur, Batu Binsika, Denis Sapia, le dernier 11, hein, face à Toulouse. 8 joueurs sur 11 étaient titulaires l'année dernière en Ligue 2. Et donc, pour commencer ce point effectif, hein, évidemment, on va commencer par la première ligne, celle du gardien avec Gauthier Larsonneur. Alors très rapidement, avant de lancer le débat, hein, je fais un petit point. Une saison difficile en Ligue 1 pour le meilleur gardien de Ligue 2 l'année dernière, hein. Il a encaissé 77 buts, soit 2,3 par 90 minutes. Joss, toi, tu penses qu'il pourrait nous être utile l'année prochaine? Est-ce qu'il faut le conserver, en fait, après cette saison-là en Ligue 2? Voilà, il y a encore deux visions. Il y a celle de la compétence, où on pourrait dire que il a démontré l'année dernière, enfin la saison précédente en Ligue 2, qu'il pouvait avoir le niveau. Puis après, il y a celle de quel type de profil il est, quel type de personnage il est. Moi, je serais pour changer. Je pense que Gauthier Larsonneur, en dehors de certaines limites purement techniques, notamment dans tout ce qui concerne la hauteur et dans tout ce qui concerne le jeu au pied, c'est aussi quelqu'un qui diffuse pas les bonnes ondes. C'est quelqu'un qui est très très agité, moi, pour moi, c'est pas quelqu'un qui contribue à rassurer sa défense. Donc après, je sais pas quel va être le budget et le nombre de postes qui pourront être changés, mais moi personnellement, je changerai le gardien. Sylvain, peut-être? Est-ce que tu penses qu'il faudrait que Gauthier Larsonneur parte, sachant que il y a déjà eu des pistes mercato qui sont sorties, hein, à l'image de Robin Risset, hein, du Red Star, en prêt de Strasbourg. Tu penses qu'il va être remplacé par Kilmer, ou qu'il devrait être remplacé? Je sais pas, je pense que c'est une première vraie question sur la construction de l'effectif. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est en fin de contrat dans un an, donc il lui reste un an de contrat, donc la projection, elle se fera probablement sur un an. C'est un garçon qui a prouvé en Ligue 2 qu'il était le meilleur gardien de Ligue 2 à l'époque où nous étions en Ligue 2, parce que la deuxième partie de saison avec lui aussi, il a montré qu'il était capable de faire les arrêts nécessaires au moment où il fallait. Donc en termes de compétences, et quand on évoque précédemment le fait d'avoir quand même une certaine base expérimentée de joueurs qui sont capables de jouer le haut de tableau Ligue 2 et qui sont capables d'aller gérer quand tu portes le maillot de l'AS Saint-Etienne, d'aller jouer à Laval, d'aller jouer à Dunkerque où t'es la fête du village, il faudra assumer. Donc, moi je me pose réellement la question parce que il est ok, pour moi il est ok pour la Ligue 2 mais pas pour la Ligue 1. En fait, tu repousses le problème d'un an avec lui, mais repousser le problème d'un an, c'est aussi se dire que peut-être qu'à court terme, il faudra l'avoir. Aujourd'hui, tes deux gardiens, que ce soit Brice Maubleu ou Gauthier Larsonneur, ont prouvé en Ligue 2 qu'ils avaient le niveau. Est-ce que tu fais le choix de te séparer de l'un des deux pour aller chercher un jeune qui est peut-être pas encore capable de jouer le très haut tableau Ligue 2, mais qui à moyen terme pourra être un bon gardien de Ligue 1? C'est une option possible. C'est aux dirigeants de trancher. Je pense que c'est le premier vrai sujet, le gardien de but. D'autant que Gauthier Larsonneur, à la sortie du match contre Toulouse, a clairement annoncé qu'il sera là la saison prochaine et qu'il n'avait pas l'intention de partir en zone mixte. Donc voilà, il va y avoir un vrai sujet. Quoi qu'il arrive, j'espère que si Gauthier Larsonneur est à nouveau le gardien titulaire de la Saint-Etienne la saison prochaine, ça sera sa dernière année en cas de remontée. Parce que je pense qu'il faut qu'on ait un gardien qui ait les standards de la Ligue 1 à moyen terme. Just pour terminer avec le gardien, puis après on passera à la défense, est-ce que tu penses que c'est pas un gardien qui a besoin d'être challengé? Sylvain t'en parlait aussi, hein, d'avoir peut-être un jeune derrière qui correspond au projet long terme mis en place par Kilmer Sport Ventures. Est-ce qu'on n'a pas besoin de sortir Maubleu pour mettre un haut potentiel derrière lui, Just? Peut-être. Après, j'aime assez ce qu'a dit Sylvain. Peut-être que c'est ça qui va. Le juge de paix, ça va être ça. Dans tous les cas, je pense que Kilmer préparera la suite. Mais peut-être qu'ils auront au bout du contrat avec un Larsonneur qui finalement a montré qu'il savait faire le taf en Ligue 2 et qui partira
partira libre à la fin du contrat. Donc après le challenge de Gauthier Larsonneur, je ne sais pas comment ce type de personnage peut répondre à ça réellement. Pourquoi pas. Et une défense également à pointer du doigt hein, pour cette saison. On parle évidemment du gardien avec 77 buts encaissés, mais c'est toute une charnière défensive qui va potentiellement être à reconstruire. Alors rapidement, avant de lancer le débat, hein, je fais le point. Maxime Bernoard est donc en fin de contrat. Il possède une option d'achat hein, dans son prêt, et puis il a annoncé qu'il voudrait rester à l'AS Saint-Etienne, un joueur confirmé de Ligue 2 avec le Paris FC. Batu Binsika a des touches au Panathinaikos, Nadé du côté de l'Angleterre avec les Blackburn Rovers, Petro serait apprécié par Eric Horneland, et puis Abdelhamid et Briançon sont libérés. Cornu est sur le départ et Masson en fin de contrat. Sylvain, on sait, c'est une charnière qui a été confirmée pour la Ligue 2, hein, Nadé, Batu Binsika, mais pour autant, est-ce qu'il faut aussi repartir à zéro? Est-ce que c'est pas un peu précipité de remettre à zéro cette charnière alors qu'on sait qu'en Ligue 2 elle a le niveau? Déjà, pour parler du sujet Batu Binsika, je pense que le divorce est consommé. Le divorce est consommé, sa célébration lors du match contre Toulouse a simplement mis en lumière ce qui se savait ce qui se savait secrètement entre guillemets. L'épisode avec le supporter n'est, je pense, pas passé, et c'est quelque chose de très compréhensible. Batu Binsika, à mon avis, et ses représentants vont tout faire pour partir de l'AS Saint-Etienne cet été, bien qu'il lui reste une année de contrat. Donc en fait, déjà, je pense que ça c'est un non-sujet, puisque je pense que Batu Binsika va partir. Il est international congolais, risque de trouver un projet ailleurs, j'en doute pas. Dans un championnat peut-être différent. La Ligue 1, ça a été difficile, ça a été compliqué. Comme plusieurs joueurs qui ont été des cadres en Ligue 2, il n'a pas eu le niveau pour performer en Ligue 1. Donc ça, c'est la première chose. Et en ce qui concerne Michael Nadé, j'ai une vraie interrogation aussi par rapport à tout ça. Je pense qu'il est, au même titre qu'un Mouefek, mais on en reparlera plus tard, peut-être aussi épuisé de ses années de galère stéphanoise depuis qu'il est devenu professionnel. Et peut-être qu'on a besoin d'aller chercher un renouveau dans ce secteur-là. Sans grande conviction sur Michael Nadé, parce que je reste convaincu que bien accompagné, il est un très bon défenseur de Ligue 2. Maintenant... Encore une fois, ce sera aux dirigeants stéphanois de prendre les décisions et surtout de trouver les profils complémentaires dans cette défense-là. Batu Binsika, Nadé, c'était deux profils qui s'étaient quand même un peu semblables, et je trouve qu'avec Bernoer, c'était quand même plus complémentaire et ça apportait une meilleure garantie sur l'aspect défensif, même si sur les chiffres, ça s'est pas tellement vu. Joss, une charnière Nadé-Bernoer, tu validerais toi pour l'année prochaine? Alors moi je suis d'accord avec Sylvain. Je pense que Nadé est un bon défenseur en Ligue 2 pour peu qu'il soit bien accompagné. Je pense que on va pas changer 25 joueurs. Hein. À un moment donné, il va savoir déjà se poser la question de savoir avec qui on repart. Et moi en Ligue 2, toutes choses n'étant pas égales par ailleurs, j'essaierai de garder Nadé. Que ça soit en titu, en backup ou en turnover, peu importe, mais il faudra quand même avoir un peu de monde en rotation aussi. Maintenant, comme l'a dit Sylvain, je ne sais pas où il en est, lui, de son aventure, de son usure. Voilà, moi je l'ai trouvé un peu moins bien sur la fin de saison. Je pense que c'est un garçon qui en a peut-être aussi un peu plein le dos. Mais dans tous les cas, si on le garde, il faudra l'associer à un mec qui est capable de gérer la partie technique de la zone, notamment la relance. Et dans cette optique-là, moi je garde Bernoer parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait sur la fin de son parcours, et que je pense que c'est une association qui peut fonctionner. Puis il y a la question aussi Léo Petro et Denis Sapia avec les latéraux. Sylvain, est-ce que il faut recruter sur ce secteur-là? On l'a vu que c'était peut-être un peu compliqué en Ligue 1. Pour moi, ça ferait vraiment partie des secteurs où je changerais tous les latéraux. J'en garde sur les 4, j'en garderai aucun. Après, ça n'arrivera pas parce que
Parce que la vraie vie, c'est pas Football Manager. C'est pas on les met en vente et ils partent, comme sur le jeu vidéo. Voilà, on en aura probablement au moins 2 sur 4 encore. Sur le papier, Petro n'est plus là. Est-ce qu'il sera prolongé ou pas? Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, Cornu, l'aventure, elle est... Je pense que s'il y a une porte de sortie qui s'ouvre, il partira. Oui, Voilà. Concernant Masson, la fin de saison laisse penser la même chose, puisqu'il n'a même pas été retenu lors des derniers matchs et il a même fait un match avec l'équipe réserve. Donc c'était même pas un problème d'ordre physique, mais plus de l'ordre du choix de l'entraîneur. Donc pareil. Sur le papier, va nous rester vraiment Denis Sapia, pardon, qui je pense sera là la saison prochaine, qui apportera son expérience et voilà sa connaissance du niveau. Maintenant, il faut trouver, à mon sens, un arrière droit capable de challenger un peu Denis Sapia et qui est capable à moyen terme d'avoir le niveau Ligue 1. Et puis à gauche, il faut absolument trouver un autre que les deux qu'on avait. Ça, c'est certain. Il y a le retour de Blady qui a effectué toute la saison avec Bourg-en-Bresse, mais je sais pas s'il est capable d'évoluer en Ligue 2. Je sais pas. À voir. Joss rapidement, puis après on repassera sur Sylvain avec son idée à ces postes-là. Toi, t'as ton avis sur les postes de latéraux. Tu disais qu'il fallait renforcer toi aussi ces postes-là? Ah oui, moi je suis alors là 100% d'accord avec Sylvain. Si on pouvait le faire, moi je changerais tout. Je changerais tout d'abord parce que je pense qu'il n'y en a aucun qui aura le niveau suffisant et j'y ajoute une dimension, c'est le niveau pour le jeu que veut faire Arnaud. Pour ça, je suis extrêmement surpris quand je lis que on parle de prolongation de Léo Petro, qu'Orneland voudrait l'avoir. Alors, je pense que derrière tout ça, il y a une notion de Petro, c'est un mec qui est fiable dans l'investissement, ça c'est clair. Il triche pas, il met toujours tout ce qu'il a. Mais il est tellement limité footballistiquement que je comprends pas qu'Orneland, qui lui prône un jeu qui est quand même basé sur un minimum de technique qui concerne tout le monde, je comprends pas comment il peut dire moi je veux garder Léo Petro. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, c'est l'antithèse d'un point de vue profil, d'un point de vue technique, d'un point de vue capacité. À part la répétition des efforts, je vois pas ce qu'il y a dans le profil de Léo Petro qui peut intéresser Orneland. Voilà. Donc moi, si je pouvais, je changerais tout le monde. Mais la réalité étant ce qu'elle est, je suis d'accord avec Sylvain, ça m'étonnerait qu'il change tout. Et c'est peut-être pour ça que ils vont peut-être proposer, je sais pas, un bail de 2 ans ou 1+1 à Petro pour remonter en Ligue 1. Parce qu'ils pourront peut-être pas faire. Si tu changes tes latéraux, il faut en faire au moins 3 ou 4, 9 pour avoir de la rotation. Donc ça va te bouffer une bonne partie du budget quand même, parce qu'il y a d'autres lignes à regarder. Sylvain, une idée au poste pour terminer le secteur défensif et passer au milieu après? L'idée c'est toujours de proposer, est-ce qu'il y a quelqu'un potentiellement qui est issu du centre de formation qui est en mesure de venir challenger les joueurs qui sont en place sur l'aspect défensif. À ce compte-là, moi je pensais à Beris Owusu. Beris Owusu, c'est un joueur qui est parti en prêt cette saison à Quevilly-Rouen. Il a joué toute la saison en N1. Il a été titulaire la majeure partie des matchs, pour ne pas dire quasiment tous. C'est un joueur qui est né en 2003, qui est arrivé de la région parisienne en U18, qui a franchi les échelons, qui continue sa progression avec une saison pleine en National 1, comme avait pu le faire un peu Michael Nadé à l'époque. Donc voilà, dans l'idée d'intégrer l'effectif en Ligue 2, sachant qu'on l'avait vu aussi lors du premier match de Ligue 1 cette saison à Monaco, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait réalisé un bon match contre Elias Benseguir. Il l'avait plutôt bien tenu, j'avais trouvé. J'avais d'ailleurs été étonné de voir qu'il n'avait pas été remis le match d'après contre Le Havre et que Nzuzi lui avait été préféré. Bref. Donc voilà, ce serait, je pense, une idée. Dans la rotation, à mon avis, il aura son rôle à jouer, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il est capable de chambouler les choses pour devenir titulaire? La préparation et les premiers matchs nous le diront. Et puis une idée externe, donc ça c'est quelque chose qu'on a fait un petit peu sur le site Peuple Vert, vous pourrez aller voir en lien. On avait pensé à une piste, un joueur qui est un bon espoir formé à Rennes, qui s'appelle Brandon Sopi,
qui est actuellement à l'Atalanta Bergame, mais qui sort de 2 saisons très difficiles. Il est en fin de contrat la saison prochaine, il évolue au poste de latéral droit. Il peut aussi évoluer au poste de piston droit, mais il est surtout utilisé au poste de latéral droit. Voilà, il est en fin de contrat en juin 2026, il est évalué à 1,5 million. Il n'a pas joué un seul match cette saison avec l'équipe première, il évolue avec les U23 en série C. Voilà, il a été international français U20. C'était un joueur vraiment qui était intéressant et j'avais pensé à l'idée de pouvoir relancer ce joueur qui, à mon sens, a des qualités et a des capacités. Reste à savoir la faisabilité puisque je pense que le salaire reste quand même conséquent et qu'il y a forcément un effort à faire de la part du joueur. Mais voilà, c'était une idée parmi les 5 qu'on a évoquées sur le site Peuple Vert. Merci Sylvain, et puis autre secteur de jeu qui on peut attendre à être renforcé cet été, hein. Le milieu de terrain, il y a déjà des pistes qui ressortent avec le nom de Jaber, l'Israélien, avec on avait déjà fait une tentative en janvier, puis là ils ont relancé, les dirigeants ont relancé les discussions et tiendraient apparemment la corde pour le joueur qui possède un gros volume de jeu qui correspondrait peut-être au profil voulu par Eric Horneland, mais avant il y a la question aussi de Pierre Ecois, qui est en fin de contrat puisqu'il a fini son prêt. On a une option d'achat de 7 millions d'euros, on en avait parlé dans le bilan de la saison. Just, quel est ton avis sur la situation? Est-ce que Pierre Ecois, il faut le conserver est-ce qu'il faut lever l'option d'achat de 7 millions d'euros qui est dans son contrat? Non. Définitivement non. Pierre Ecois, moi j'ai un sentiment mitigé. Il a eu une bonne période sur le début du dernier tiers de la saison. Après, moi je vois quand même des limites à ce garçon, notamment dès lors que le rythme est un peu élevé. Et je trouve que c'est un garçon qui a du mal à se faire mal quand il faut se faire mal. Et en Ligue 2, ça pardonnera pas. Et puis après, il y a le prix. 7 millions d'euros, je suis désolé, mais j'ai du mal à imaginer qu'à son âge-là, ça les vaille. Voilà. Moi, je lèverai pas. Sans compter que je suis pas sûr que le joueur, lui, soit hyper partant pour une aventure en Ligue 2. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, je lèverai pas l'option. Sylvain, est-ce que c'est absolument un poste qu'il va falloir de toute manière... il va falloir recruter ce poste-là essentiel à l'AS Saint-Etienne dans sa tactique? Oui, totalement, il va falloir recruter. Déjà en Ligue 1, 7 millions, il n'arrivait pas à avoir un oui définitif. Il a fait des bonnes choses, Pierre Ecois, il ne faut pas tout jeter ce qu'il a fait. Mais il a des lacunes dans lesquelles en fait j'ai du mal à le voir vraiment évoluer. C'est surtout ça. Il a une bonne base, il a une bonne technique, il a un jeu intéressant, mais il a pas ce côté à aller arracher des ballons, à aller gratter des ballons comme le demande ce rôle de sentinelle. Et malheureusement, je le vois pas beaucoup évoluer à ce niveau-là. Donc voilà. Après, Pierre Ecois en Ligue 2, dans une équipe qui dominera, je pense, quand même la majeure partie de ses matchs, dans un certain confort où le rythme ira moins vite, ça peut être très très bien. C'est sûr que ça peut être très très bien. Mais le rapport prix d'achat, salaire, plus projection du joueur, parce que est-ce que le joueur se projette vraiment en Ligue 2 comme l'a justement dit Joss, d'autant plus que le club auquel il appartient actuellement retrouve la première ligue, donc il sera peut-être plus enclin à avoir un rôle de rotation dans ce club-là si le club veut le garder en première ligue. Donc voilà, ça fait beaucoup de paramètres qui font que la probabilité pour que Ecois reste, je pense, c'est quand même très faible. Puis rapidement, on va passer à Aymen Mouefek aussi, puisque alors j'ai calculé, c'est le 5e joueur qui a manqué le plus de matchs, avec 11 journées où il était absent, mais il a quand même montré de très bonnes choses sur cette fin de saison. Il était même prolongé, je le rappelle, en été 2024 jusqu'à 2028. Joss, est-ce que c'est un joueur sur lequel on doit pouvoir s'appuyer l'année prochaine? Est-ce que Kilmer peut compter sur Aymen Mouefek dans son projet? Ça, j'en sais rien. Faut demander à Aymen Mouefek. C'est le joueur frustration par excellence. Aymen Mouefek, il a démontré effectivement sur 3 matchs qui pouvait être un joueur avec une valeur ajoutée importante.
qui en plus, de par sa capacité de pénétration, pour moi, lui, peut avoir un rôle dans un jeu à la Ornelan. Même si je lui trouve quelques lacunes techniques pures, mais à la limite, il a d'autres qualités. Mais après, le problème, tout le monde le connaît, hein, c'est le point d'interrogation au-dessus de la performance, de la régularité de la performance d'un Ahmed Moefek. Voilà. Et il y a une saison sur les 4 dernières où il a fait une saison à peu près pleine. Et voilà, donc pour moi c'est une inconnue. Donc du coup, j'aimerais pas être dans les souliers de ceux qui vont décider de ça parce qu'on a tous envie d'y croire d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, le passé récent ne nous incite pas à y croire. Donc voilà, donc je sais pas quoi faire moi avec ce joueur. Évidemment, si on fait du foot fiction et qu'on dit évidemment un Ahmed Moefek qui va faire 30 matchs dans la saison en tant que titu, sans pépin physique, en pleine possession de ses moyens, de ses capacités athlétiques, oui, évidemment, je garde. Évidemment, je garde. Mais la question, c'est est-ce que ça se produira? Et ça, j'avoue que je suis pas convaincu. Moi. Sylvain, est-ce qu'il faut pas lui trouver une solution B en fait à Aymen Moefek? Autant le garder dans l'effectif, mais avoir toujours une valeur sûre derrière, peut-être pour le challenger aussi. Je suis pas sûr qu'il ait besoin d'être challengé. J'ai surtout l'impression qu'il a besoin de trouver un équilibre qu'il n'arrive pas à trouver. Joss, il a dit une chose qui était très juste, c'est que on peut pas compter sur lui. Et je me rappelle que sur le site, encore une fois, Peuple Vert, on l'a mis dans les 5 plus gros flops de la saison. Et on a eu beaucoup de commentaires en ce sens-là en disant mais comment ça, Aymen Moefek dans les 5 plus gros flops de la saison. Et nous vraiment, la réflexion qu'on a eu derrière ce message-là, c'est que si on avait eu Aymen Moefek 25, 26, 27, 28 matchs sur 34, comme on l'aurait espéré, je peux vous assurer que la SSE sera en Ligue 1 cette année encore. J'en ai l'intime conviction. On a misé sur Aymen Moefek comme l'un des tauliers de ce milieu de terrain via le contrat qu'on lui a proposé à la prolongation. Et malheureusement, on n'a pas pu compter sur Aymen Moefek. C'est une réalité. On n'a pas pu compter sur lui. Soit il était disponible, mais il fallait gérer son temps de jeu pour l'amener progressivement vers un match plein. Soit il était indisponible. Soit... Donc en fait, en réalité, les matchs où il a vraiment été en pleine possession de ses moyens, comme c'était le cas en fin de saison par exemple, on les compte sur les doigts d'une main. Et dans une saison, c'est clairement insuffisant. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, alors je sais c'est quelqu'un qui est très bien à Saint-Etienne, il a sa famille qui est pas loin, ça a vraiment joué un rôle dans sa prolongation, voilà. Mais au même titre que Nadir, je me pose la question. Est-ce que c'est pas un garçon aussi qui est lessivé par les 4-5 années que viennent de passer le club, entre la Ligue 2 et la Ligue 1, voilà. C'est une question que je me pose. Joss, la question Florian Tardieu aussi en fin de contrat en 2026, qui a joué tous les matchs. J'ai regardé depuis le 8 février face à Rennes, qui s'est révélé plutôt important. T'en penses quoi? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur lui en Ligue 2? Puis après, on très rapidement, puisqu'après on ira parler des profils que pourrait proposer Sylvain, mais est-ce que Tardieu c'est le joueur sur lequel on pourrait s'appuyer en Ligue 2 l'année prochaine? Oui. Clairement oui. Alors avec une réserve qui est à une échelle moindre, la même que celle de Moefek, c'est la réserve de la régularité de sa performance sur une saison. On a vu que c'est tout le début de saison, il n'a pas été là, il a été blessé, etc. Mais on a vu aussi que sur la fin de saison, quand il était là, il a apporté quand même beaucoup à cette équipe. Ça a été trop juste pour la Ligue 1, peut-être que c'est trop juste pour la Ligue 1. Par contre, je pense qu'en Ligue 2, nous ferait beaucoup de bien. Et comme on parlait tout à l'heure du fait que, Villemère ne va pas pouvoir changer 25 joueurs et que 2, il serait peut-être pas complètement idiot que d'avoir à certains endroits du terrain des mecs avec un peu d'expérience. Pour moi, il a le profil idoine pour ça. Idoine. En plus, il connaît la Ligue 2. C'est 287 matchs en Ligue 2. Ouais. Voilà, c'est un grognard de Ligue 2. Donc là, pour le coup, moi, je garderai, et non seulement je garderai, mais je m'appuierai sur lui. Sylvain, tu aurais 2 propositions au poste de milieu de terrain pour en terminer avec ce secteur du jeu? Au même titre que ce que j'ai fait pour le secteur défensif, l'idée c'est de proposer, voir s'il y a une solution interne avec quelqu'un qui est issu du centre de formation et une solution externe.
solutions internes, il y en a une qu'on commence à connaître doucement, mais que j'ai du mal à comprendre pourquoi elle émerge pas plus vite, c'est Sherfal. Mm. Sherfal, voilà, c'est un joueur qui est avec l'équipe Ouais, réserve depuis d'accord. quasiment Mm. 10 saisons, forme et qui est bien au-delà de ce que demande l'exigence du niveau national 3. C'est un joueur qui est compatible avec ce que veut faire Orneland, avec beaucoup de courses, beaucoup de répétitions d'efforts, une certaine générosité, une certaine projection vers l'avant. Voilà, c'est vraiment un joueur qui, en plus, avec la relégation en Ligue 2, ça ouvre la possibilité de lui donner davantage de temps de jeu. Aujourd'hui, pour moi, dans la rotation, il doit faire partie de la rotation de la saison prochaine. C'est vraiment une certitude et une évidence. Euh, voilà. Concernant un profil externe, encore une fois, au même titre que Sopi, c'est pas forcément quelqu'un qui va ressortir à la data. Donc, parce qu'il sort d'une saison qui est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre de lui. Mais j'avais pensé à, et c'est un article qu'on avait également fait sur le site, j'avais pensé à Mohamed Kaba. Mohamed Kaba, c'est un joueur qui évolue à Valenciennes il y a 2 saisons en arrière. Un milieu de terrain box-to-box très puissant, voilà, qui est assigné à Lecce. Donc il y a de cela 2 saisons, il termine sa 2e saison là. Malheureusement, après un bon démarrage avec le club italien en Serie A, il s'est fait les croisés. Il est de retour depuis le début de l'année 2025, là, si je dis pas de bêtises, février. Il joue à nouveau depuis février, mais du coup sa saison a été grandement tronquée. Voilà, c'est un joueur que je remettrais celle. C'est un joueur qui est bien compatible avec beaucoup de volume, beaucoup de projections, capable de répéter les efforts, capable de marquer des buts, quelque chose qui nous a sûrement manqué au niveau de nos milieux de terrain cette saison. Donc voilà, c'est un profil auquel j'avais pensé. Encore une fois, il faut évaluer la faisabilité, que ce soit sur le plan salarial, mais également sur le plan de l'indemnité de transfert. Quoi qu'il arrive, on sait que c'est un joueur qui a performé en Ligue 2, donc qui pourrait être une plus-value en Ligue 2 dans ce milieu de terrain. Merci Sylvain, et puis ça va être le feuilleton de l'été, hein, ce secteur offensif, hein, avec plusieurs individualités qui ont très très bien fonctionné en Ligue 1. Évidemment, je pense à Lucas Tassin qui a inscrit 12 buts, à Zurico Davitashvili qui en a inscrit 9 et qui a délivré 6 passes décisives. Bon, je pense que c'est un non-sujet de demander est-ce qu'on garde Lucas Tassin l'année prochaine en Ligue 2, Joss? Bah, si tu me poses la question à moi, je vais te dire oui, oui et oui. Après, il faut qu'on soit un peu réaliste. Je ne pense pas que Lucas Tassin sera Stéphano la saison prochaine. La position du club à dire ça bougera pas, je pense que c'est une stratégie en fait pour expliquer que il va falloir sortir le chéquier. Mais je vois très mal Lucas Tassin dans la trajectoire dans laquelle il est aujourd'hui se satisfaire d'une saison en Ligue 2, ça m'étonnerait. Enfin, le joueur n'aura pas envie de ce projet-là. J'en serais très surpris. Alors après, contraindre un joueur qui ne veut pas de ce projet-là à rester parce qu'ils peuvent le faire d'un point de vue contractuel, alors là, ça serait complètement débile parce que le joueur, tu vas le perdre. Donc j'aurais aimé qu'il reste, mais je pense qu'il restera pas. Voilà. Il est suivi alors apparemment par le Paris FC, par Benfica, par Stuttgart, hein, un grand nombre de prétendants qui sont derrière eux. Sylvain, est-ce que c'est pas un peu la même situation avec Zurico Davitashvili, hein, qui est déjà un joueur confirmé de Ligue 2 avec 67 matchs à son actif? Est-ce qu'il va pas se passer la même chose avec le Géorgien? Bien sûr que si. Malheureusement, si on garde cette ligne si on garde cette ligne d'attaque, Lucas Tassin, Davitashvili, et qu'on l'accompagne soit de Boki, soit de Holt, soit de Cardona, honnêtement, on va marquer 80 buts en Ligue 2 la saison prochaine, hein, il faut pas avoir peur de le dire, hein, mais ça sera pas le cas. Que ce soit Davitashvili ou Tassin, ils aspirent à jouer en première division, que ce soit en France ou ailleurs. Lucas Tassin et Zurico Davitashvili veulent disputer le mondial 2026. Voilà. Donc une fois qu'on s'est dit ça, il faudra maintenant trouver les ressources pour bien les remplacer et les vendre au prix où on espère les vendre. Je pense que le message du club, c'est surtout ça, c'est de dire vous voulez Lucas Tassin, vous voulez Zurico Davitashvili, très bien. Il faut payer parce que nous, on est en mesure de les garder, on a les reins assez solides pour les garder financièrement, pour les garder dans notre effectif.
et pour les avoir en Ligue 2 la saison prochaine. Donc maintenant, si vous voulez les récupérer, il faudra payer et la somme est de temps. Donc voilà, c'est surtout ça l'idée, je pense. On évoquera Cardona juste après, mais Sylvain, est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à des réveils de joueurs comme Ben Hold, qui revient de sa blessure, un Augustin Bocquet qui était un peu en difficulté en Ligue 1? Est-ce que tu penses que c'est leur saison si on parvient à les conserver, même s'il n'y a pas réellement de raison qu'on s'en sépare? J'espère en tout cas. Il faudra que ces joueurs-là ils prennent leur envol et qu'ils prennent une certaine dimension. Je pense même que pour certains, c'est une chance, entre guillemets, de redescendre en deuxième division parce que c'est plus conforme au niveau qui est le leur et surtout, ça va leur permettre de se développer en étant mis dans des conditions favorables. Aujourd'hui, l'équipe, certes, Horneland, c'était mieux, mais elle restait en difficulté la majeure partie des matchs. Là, on va être une équipe plus dominante, je pense, encore plus dominante en tout cas dans ce championnat-là. Donc c'est forcément plus valorisant pour les joueurs offensifs. Ils ont certaines qualités, maintenant à eux de faire le nécessaire pour qu'ils prennent une ampleur qui fasse qu'ils remettent l'AS Saint-Etienne en première division la saison prochaine. Joss, pour toi, il faut s'appuyer sur des joueurs comme Ben Hold et Bocquet l'année prochaine? Oui. Alors Ben Hold, avec toujours cet inconnu qu'on a après cette fameuse blessure-là, parce que tous les joueurs ne s'en remettent pas, ou pas vite, ou pas bien. J'ai trouvé que ce qu'il avait montré sur les quelques bouts de match qu'il a fait en fin de saison semblait me rend un peu optimiste. Joueur avec un bon état d'esprit, joueur avec des qualités. Et typiquement, lui, je pense qu'il peut faire mal en Ligue 2. Et je pense que Boyaki aussi. Alors Boyaki, un peu comme d'autres dont on a déjà parlé, j'ai un doute sur sa régularité en fait. C'est toujours pareil. Dans la qualité d'un joueur de foot aujourd'hui, on oublie trop souvent la régularité. La capacité à reproduire une performance sur 30 matchs, 32 matchs, 33 matchs. Et là-dessus, j'ai un doute avec Boyaki. Par contre, j'ai pas de doute sur le fait que son niveau lui permettra d'être probablement un des meilleurs attaquants de côté de Ligue 2 l'année prochaine. Puis il y a aussi Irving Cardona qui lui voudrait rester à l'AS Saint-Etienne. Just, il faut s'appuyer là-dessus. Tu le gardes. Je garde parce que Cardona, d'abord, il semble avoir envie. Alors après, moi, je me méfie toujours un peu des déclarations d'intention des joueurs en phase de négociation de contrat. Mais je pense que dans son cas, il y a quand même un air de sincérité. Je pense qu'il a vécu une très belle aventure lors de la remontée. Il a le soutien du public. Je pense que c'est un mec qui a une tête propre, un état d'esprit propre. Et après, en termes de niveau, Cardona, pour moi, c'est un Ligue 1 et demi, c'est-à-dire que c'est un mec qui a le niveau dans ses clubs un peu intermédiaire entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Peut-être un peu au-dessus en Ligue 2 et peut-être un peu en dessous en Ligue 1. Donc, comme on sera en Ligue 2, ça tombe bien. Voilà. Et puis, c'est un joueur qui, lui, a aussi cette capacité à être décisif dans des moments importants. Donc, moi, je le garderai, surtout s'il a envie de rester. Et toujours, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne pourra pas remplacer tout le monde. Et il va falloir quand même en garder quelques-uns, et dans ces quelques-uns, en garder un ou deux qui auront un peu un rôle de pilier, de cadre, de structurant. Et je pense que lui peut en faire partie. Avec comme Tardieu, par exemple. Tu vois, moi je trouve que le secteur offensif, finalement, c'est peut-être le secteur où on est le moins, où le chantier est le moins grand. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, à l'instant où on se parle là maintenant, il y a le départ de Wadji qui est en fin de contrat, il y a le point d'interrogation de Cardona, mais pour tout le reste, on a les cartes en main en fait. C'est-à-dire que véritablement, ce sont nous les maîtres du jeu sur chaque secteur. Donc pour moi, Wadji sera numériquement remplacé par N'Guessan. Même si c'est pas le même profil, ils intégreront N'Guessan de façon plus régulière. Donc véritablement, le chantier offensif, c'est peut-être là où on a le plus de certitude et c'est rassurant. Voilà, c'est vraiment sur les trois autres lignes où la question se pose. Même si pour le gardien, on pourrait rapidement mettre fin au débat en disant on part avec Maubleu et Larsonneur, puisque Larsonneur a affirmé vouloir rester. Et travailler avec des joueurs qui veulent rester, c'est quand même intéressant. Il resterait, entre guillemets, plus que le milieu de terrain et la défense, qui sont par contre deux énormes chantiers. N'Guessan, c'est pour toi ta première piste en attaque, ta première proposition?
Sylvain? Je sais pas si on peut dire que c'est ma première proposition parce il est quand même entré véritablement dans la rotation à partir de janvier. Pour moi, il fera partie de l'effectif, c'est certain, et il aura un Mm. temps de jeu grandissant, c'est certain. Au même titre que ce que je disais pour Boki, pour Hold, c'est peut-être une chance pour lui que le club redescendra en Ligue 2. Ouais, Il absolument. sera dans une équipe plus dominante, il se procurera davantage d'occasions, ça sera un championnat qui est plus conforme à son niveau. Mm. Voilà. Il sera Donc, moins exposé encore aussi. une fois, Mm. exactement. Et puis honnêtement, il peut si la mayonnaise prend, il peut faire une vraie belle saison en Ligue 2, hein, parce que c'est un garçon qui est capable de marquer beaucoup de buts. Il a une adresse folle dans les 30 derniers mètres. Et s'il est nourri par des ballons régulièrement, d'autant plus dans des fins de match ou des demi-heures où il rentre, et puis que pour certains matchs le score est déjà scellé, ça peut vite stater et ça peut vite être intéressant au niveau statistique. Ça peut être l'année de la transformation football enfant, football adulte pour Nguessan. Nguessan. Mm. Euh, Sylvain, c'est quoi tes et, propositions? et dans un contexte plus apaisé pour lui. Sylvain, c'est quoi tes Exactement. propositions pour ce secteur offensif pour terminer? Au niveau interne, il y a plusieurs joueurs dont la question se pose. J'arrive pas à véritablement me positionner sur un seul et dire lui, pour moi, il doit rentrer dans la rotation comme c'était le cas pour Owusu et Fall. Mm. Il y a plusieurs profils qui vont, à mon avis, être vus au début de saison. Il y a Aymen Aiki, bien sûr, qui revient d'un prêt de Bastia. Il y a Karim Cissé, qui revient d'un prêt mitigé de Bastia, de Annecy. Annecy, pardon. Il y a, exactement, il y a Enzo Maïla. Il faudra savoir ce qu'on fait de Enzo Maïla. Qui termine sa deuxième saison avec le groupe réserve, qui a encore un contrat qui tire jusqu'en 2027, donc il a encore 2 ans de contrat. Ça serait probablement le temps de soit le laisser partir en prêt ou de l'utiliser, à voir ce qu'on veut en faire. Il y a Mevina Gésilas aussi, la question va se poser. Il est dans la même situation que Maïla, avec un contrat de 2 ans encore. Est-ce qu'il part en prêt? Est-ce qu'on l'utilise? Il faudra trancher. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Pour moi, Nguessan, ça sera quelqu'un qui évoluera avec ce groupe-là. Donc voilà. Et pour la solution externe, on avait aussi évoqué 5 profils. L'idée, c'était d'évoquer un profil qui connaissait bien la Ligue 2, qui, comme les 2 précédents, Sopi et Kaba, a 23 ans. C'est Jacques Sioué, attaquant de Guingamp, franco-camerounais d'1m87, qui est sous contrat encore 2 ans avec Guingamp, qui sort d'une belle saison avec Guingamp où il a inscrit 11 buts en 28 matchs. Voilà, c'est un profil jeune, à potentiel, comme les aime bien Kilmer. Potentiellement un profil Ligue 1 à moyen terme. Donc voilà, c'était une idée auquel on a pensé également. Il est sous contrat jusqu'en 2027, donc il a encore 2 ans et il est évalué à 1,8 million. Donc à voir à combien le deal peut se faire, sachant que, bien entendu, Guingamp a perdu contre Dunkerque en play-off et sera avec la Saint-Etienne en Ligue 2 la saison prochaine. Et voilà, donc un chantier important attend la direction stéphanoise cet été. Peut-être l'occasion de repartir de zéro sur certains postes, de se séparer d'anciens joueurs pour construire le projet tant vendu en tout cas l'été dernier par Kilmer Sport Ventures. Espérons en tout cas qu'ils sauront recruter les leçons, tirer les leçons du recrutement de l'été dernier en Ligue 1. On le saura dans les prochaines semaines, une actualité évidemment qui reste à suivre sur peuplevert.fr et puis sur les réseaux sociaux également. N'hésitez pas également à nous donner en commentaire vos pistes, les postes qui devraient être absolument recrutés, devraient être renforcés selon vous par la cellule de recrutement. Joss, Sylvain, merci d'avoir été présent. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis sur la vidéo. Et puis je vous souhaite un bon week-end et puis allez les Verts.